Il y a une petite musique en sourdine qui dit « Attention, il y a des risques qui pèsent sur la sécurité ». Parlons un peu d'actualité. L'attaque qui a eu lieu samedi soir soulève beaucoup de questions pour la sécurité des JO. Pont miné, engins sous-marins télécommandés, essaims de drones dans le ciel. Le risque zéro n'existe pas. Un tiers seulement des Français font confiance au gouvernement pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Depuis des mois, on ne parle que des JO de Paris dans des termes négatifs. À croire que tout est fait pour gâcher la fête. Et si finalement, ces Jeux Olympiques et Paralympiques se passaient bien ? L'histoire regorge de jeux sans faute, malgré quelques faux départs et des défis colossaux. Alors tout au long de la semaine, on se demande comment réussir ces Olympiades. Épisode 1, le défi sécuritaire. On sera au rendez-vous, on sera prêt. C'est un moment immense d'émotion, de joie. On est en train de jouer l'image de la France sur les 5 prochaines années, l'image de la France sur la décennie. On a envie de célébrer ce moment comme il se doit. Ces jeux vont nous faire du bien. On sera prêt. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut réussir. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est dans 72 jours. L'échéance approche et on sent petit à petit monter l'effervescence. La semaine dernière, la flamme olympique est arrivée à Marseille. Elle poursuit désormais son parcours à travers tout le pays. Les athlètes de la délégation française multiplient les apparitions sur les plateaux télé et la capitale se prépare doucement. Dans quelques jours, par exemple, la place de la Concorde et les quais de Seine seront fermés au public. Pourtant, tous les esprits ne sont pas encore à la fête. Il y a une chose qui préoccupe tout le monde, c'est la sécurité de l'événement. Paris s'apprête à accueillir 15 millions de visiteurs, 15 000 athlètes, près du double de journalistes, tout ça sous les yeux de plus d'1 milliard de téléspectateurs. Pour que ces Jeux Olympiques soient réussis, il faut que le monde se sente en sécurité à Paris. Et vous allez l'entendre, ce n'est pas une mince affaire. À l'Express, on a un journaliste qui planche sur le sujet depuis des mois. C'est Étienne Girard, le rédacteur en chef du service Société. Bonjour Étienne. Bonjour Charlotte. Étienne, ces Jeux, ils ont lieu dans une période assez troublée. Le Proche-Orient est au bord de l'explosion depuis plusieurs mois. La guerre entre l'Ukraine et la Russie dure depuis plus de 2 ans maintenant. Et régulièrement, on entend parler de projets démantelés. Est-ce que ces JO de Paris sont plus menacés que les éditions précédentes ? Ils sont aussi menacés que les éditions précédentes. Les Jeux Olympiques sont toujours un moment privilégié pour les groupes terroristes. Il y a 2 raisons assez faciles à comprendre. La première raison, c'est l'audience. Entre 1 et 2 milliards de personnes regarderont la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et l'autre raison facile à comprendre, c'est l'effet de masse. C'est le nombre de personnes au même endroit, de différents pays en plus, ce qui promet un retentissement maximum en cas d'attentat. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un contexte géopolitique extrêmement tendu. On ne peut pas parler de JO qui ne sont pas dans des contextes géopolitiques tendus, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que cette année en particulier, et de par l'identité des pays qui sont aujourd'hui en prise à des conflits importants, Israël, l'Iran, la Palestine et ses alliés, il y a des risques d'attentats. Est-ce qu'il y a des risques pour certains athlètes en particulier ? Oui, il y a des délégations qui sont plus ciblées que d'autres, évidemment. La délégation à laquelle on pense en premier, c'est la délégation israélienne. Le contexte géopolitique fait d'elle une cible de choix pour des terroristes qui pourraient venir de Palestine, qui pourraient venir d'Iran, des terroristes qui pourraient vouloir profiter du contexte géopolitique pour marquer un grand coup à l'égard de ces athlètes. C'est pas la seule délégation potentiellement touchée. La délégation française est aussi une cible. On peut rappeler qu'aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, un projet d'attentat mené par la cellule brésilienne de Daesh visant la délégation française a été arrêté. Justement, cet exemple du Brésil en 2016, c'est un des nombreux extraits qu'on s'est mis de côté en préparant cette série. Le Brésil entend bien montrer qu'il est fin prêt pour accueillir les Jeux. Avec ce coup de filet, moins de 15 jours avant l'ouverture des Jeux, la police vient d'interpeller 10 terroristes présumés. Des tentatives, il y en a quasiment à chaque fois. La seule exception étant peut-être les Jeux Olympiques de Tokyo, mais qui s'inscrivaient dans un contexte extrêmement particulier, avec cette épidémie de Covid. Il n'y a pratiquement pas de public. Elles sont souvent stoppées net avant même le passage à l'action.
Oui, il y a quand même 2 exemples historiques d'attentats lors des Jeux Olympiques. Vous venez d'entendre Jean-Loup Chaplet, qui est professeur de management public à l'Université de Lausanne. Il va nous accompagner toute la semaine. C'est un ancien cadre du CIO, le Comité international olympique. Il connaît très bien cet univers et il va nous raconter de nombreuses anecdotes sur le déroulé des JO précédents. C'est bien sûr l'attentat terroriste de Munich en 1972, c'est-à-dire la prise d'otage de la délégation israélienne par un groupe palestinien, qui se termine par un bain de sang. Vers 6 heures, des coups de feu éclataient, les Palestiniens pénétraient mitraillettes au poing dans les dortoirs et tuaient un Israélien, un entraîneur de lutte, qui s'opposait à leur entrée, et en blessait grièvement un autre. C'est une véritable boucherie. Très vite, les fédayines se rendent compte qu'ils ont été joués, jettent des grenades dans les hélicoptères qui sont détruits, tout le monde est tué. Il ne reste en fin de compte de tous les protagonistes que 3 survivants. Un autre exemple, mais qui n'était pas terroriste, c'était plutôt un loup solitaire, une bombe au Parc olympique à Atlanta en 1996, qui fait un mort et puis un journaliste qui accourt et qui a une crise cardiaque. Vous étiez sur place à Atlanta à ce moment-là. Comment ont réagi les pouvoirs publics ? Très vite, l'État de Géorgie et l'État fédéral américain ont mis en place des dispositifs pour contrôler les sites olympiques et en particulier éviter d'autres risques d'attentats éventuels. Et ainsi, on a vu déferler sur la ville, après l'attentat, le lendemain, toutes sortes de personnes en t-shirt rose. C'était en fait des soldats américains qui avaient reçu des t-shirts pour cacher leurs uniformes. Et est-ce que c'est commun d'avoir recours à l'armée pour sécuriser un événement de cette ampleur ? Oui, bien sûr, c'est commun parce que c'est indispensable. Les forces de sécurité privées n'ont en général pas la capacité, c'est-à-dire pas assez de personnel pour assurer la sécurité sur les sites. Donc, il y a le recours à la police nationale ou gendarmerie, mais qui est sur le territoire et qui a d'autres missions. Et puis finalement, le recours ultime, c'est l'armée. Pendant les Jeux de Londres, on a très bien vu que, comme il n'y avait pas assez d'agents de sécurité privés, c'est l'armée britannique qui contrôlait les accès sur les sites et les portiques et les machines à rayons X qui permettaient de contrôler si les personnes qui arrivaient pour assister aux événements étaient des dangereux terroristes ou non. Étienne, est-ce qu'on a des chiffres sur le dispositif humain qui va être déployé à Paris cet été ? Oui, à Paris, à ce stade, il n'y a pas de volonté de mobiliser l'armée, même si le ministre Sébastien Lecornu a dit que 18 000 militaires français seront mobilisables pour les Jeux Olympiques, dont 3 000 aviateurs, ce qui fait grincer des dents au sein de la Grande Muette, mais ils le feront si on leur demande. Il y aura environ 30 000 policiers et gendarmes mobilisés tous les jours pour les Jeux Olympiques. Il faut ajouter 20 000 agents de sécurité privés, dont 8 000 restent à recruter actuellement. Et puis pour le cas spécifique de la cérémonie d'ouverture, il y aura 45 000 policiers et gendarmes mobilisés juste pour sécuriser les bords de Seine. Et puis la France peut s'appuyer sur de l'aide extérieure. De l'aide extérieure ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Il y a 35 pays qui ont dit qu'ils enverraient des forces de police ou des agents pour soutenir l'effort de la France. Je pense par exemple, parmi d'autres, à la Pologne, qui vient de l'annoncer très récemment. Il y aura environ 2000 policiers et gendarmes d'autres pays qui seront mobilisés tous les jours. Et sur le plan du renseignement, c'est pas une surprise, la France travaille avec ses partenaires, des services secrets extérieurs, par exemple le Mossad, le principal service secret d'Israël. Et puis un fait assez exceptionnel, la France a obtenu d'Airbnb et des autres entreprises du même secteur qu'elles délivrent le nom de leurs locataires pendant les Jeux Olympiques, pour que les services secrets puissent enquêter sur les visiteurs étrangers. Il n'y avait pas d'obligation légale, mais finalement, c'est un accord un peu gagnant-gagnant, puisque personne n'a intérêt à ce que ça tourne mal. Et c'est donc un dispositif très important qui est déployé, surtout dans les premiers instants des Jeux Olympiques, cette fameuse cérémonie d'ouverture, ce moment pendant lequel tous les regards seront braqués sur Paris et la Seine. Tu viens d'évoquer la cérémonie d'ouverture. Justement, Étienne, quand on parle de sécuriser les JO, c'est cet événement qui préoccupe beaucoup de monde. Évidemment. Une cérémonie en bord de Seine, ça promet un incroyable spectacle, c'est inédit, première mondiale.
mais c'est un enfer à sécuriser. Le ministère de l'Intérieur a annoncé le dispositif début avril. C'est assez exceptionnel. Il y aura un périmètre autour des quais de Seine où la circulation en voiture sera interdite dès une semaine avant la cérémonie. Il y aura un QR code pour pénétrer dans la zone. Et le jour même, le 26 juillet, impossible d'entrer dans le périmètre dès 13h. Le gouvernement se veut rassurant. On l'a entendu dans l'interview du président de la République sur BFM le mois dernier. Mais donc vous dites à Christelle, c'est bon, votre fils peut y aller. Laissez-le y aller. Moi, je vous dis, s'il y a un endroit où votre fils sera en sécurité, c'est là. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que la sécurité absolue partout, je vous mentirais à dire ça, parce qu'il y a toujours des risques dans la vie. Par contre, on s'est donné les moyens de le faire. Justement, Étienne, quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a rappelé une archive du Washington Post que j'ai retrouvée en préparant ce podcast. Elle date du 27 juillet 1996, au lendemain de l'attentat à la bombe au JO d'Atlanta. Le quotidien américain rapporte une phrase de Billy Payne, qui est à ce moment-là le visage de l'organisation des Jeux. C'est un peu le Tony Estanguet de 1996. Et avant l'événement, il disait souvent ceci. L'endroit le plus sûr de cette magnifique planète, ce sera Atlanta en Géorgie pendant toute la durée de nos Jeux Olympiques. Pourtant, la suite, on la connaît. Bon, ça, c'est de la communication. Soyons clairs, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. C'est pas vrai de dire que l'endroit de la cérémonie d'ouverture, aujourd'hui comme hier, c'est l'endroit le plus sécurisé du moment. Non, parce que c'est aussi l'endroit où à ce moment-là, il y aura le plus de volonté de frapper, de mener un attentat. Ce qui est sûr et ce qui est vrai, c'est que nos forces de police et de renseignement ont identifié depuis très longtemps cette menace et qu'on semble se donner les moyens de faire face à la menace terroriste qui pourrait vouloir frapper ce jour-là. Cette cérémonie d'ouverture, elle attire tous les regards. C'est un événement inédit qui sera extrêmement regardé, mais il n'y a pas que ça qui inquiète les organisateurs. Alors quels sont leurs autres points d'inquiétude ? Puisque toutes les forces de police et de gendarmerie seront dévolues à cet événement, ou presque. Le risque, c'est que les terroristes cherchent à frapper ailleurs. Il n'y a pas que la cérémonie d'ouverture, et il n'y a pas que d'ailleurs Paris intramuros. Il y aura des épreuves à Lille, à Châteauroux, à Tahiti, il y a les transports. La difficulté pour les forces de sécurité, c'est ces attaques dans des lieux imprévisibles, voire un timing imprévisible. On comprend bien ce qui se joue entre les terroristes et la sécurité, chacun cherchant à surprendre et avoir un coup d'avance sur l'autre. Des attentats qui ont lieu autour des JO, ça aussi, Jean-Loup Chaplet nous en a touché un mot lors de notre échange. Il y a l'exemple fameux de l'attentat de Londres en 2005, juste après le lendemain de l'attribution des Jeux à Londres pour 2012. Cette attaque terroriste de grande envergure à Londres qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés dans le nord de la ville. 4 explosions, 3 dans le métro, 1 dans un bus. L'attaque était conçue pour avoir un impact maximum puisque le monde entier a les yeux tournés vers la Grande-Bretagne. Et donc, on voit bien que les terroristes peuvent frapper n'importe où et ainsi avoir un impact énorme grâce à la présence médiatique autour des Jeux Olympiques. Ajoute à ça un autre phénomène, la sécurité, c'est pas que le terrorisme. Ça peut aussi être la délinquance, tout simplement. Pendant la Coupe du Monde de rugby, il y a eu une trentaine d'interpellations et d'affaires pour des vols avec violence. On comprend pourquoi. Il y a beaucoup de touristes. Il y a parfois des touristes qui ont beaucoup d'argent liquide sur eux et donc ils sont des cibles faciles pour des délinquants qui voudraient mener ce type d'acte crapuleux. Mais là encore, Paris explique avoir mis les moyens policiers. Merci Étienne, grâce à toi, on comprend mieux le dispositif déployé pour réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On te retrouve un peu plus tard dans cette série. Merci Charlotte. Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société de l'Express. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes ces enquêtes sur l'organisation des Jeux sur le site du magazine. Si vous n'êtes pas déjà abonné, profitez-en. L'abonnement numérique est actuellement au prix d'€1 le premier mois. Pour ne manquer aucun épisode de notre série Comment réussir les JO de Paris, c'est sur votre plateforme d'écoute favorite que ça se passe, Deezer, Spotify ou Apple Podcast par exemple. On se retrouve demain pour notre 2e épisode. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il sera question d'éléphants. Je ne vous en dis pas plus pour le moment.